Ce soir, à APTN Nouvelle Nationale. Incertitude politique, APNQL demande le retrait du projet de loi 97. Loi C5, un recours est déposé à la Cour suprême du Québec. Première au pays, naissance d'une agence immobilière commerciale autochtone. Une femme autochtone à l'honneur dans le métro de Montréal. Et on fête 40 ans de théâtre autochtone francophone. Tunusugiti, bonjour, je m'appelle Kim Sullivan. Je vous souhaite la bienvenue à APTN Nouvelle Nationale. Dans un communiqué de presse mardi, l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador a demandé au gouvernement le retrait complet du projet de loi 97. Après plusieurs mois de discussions et d'échanges de bonne foi, le comité des chefs sur les forêts de l'APNQL a conclu qu'il n'y a aucune garantie que la proposition des Premières Nations soit intégrée dans une version considérablement modifiée du projet de loi 97. Le comité ajoute qu'il serait donc impossible de continuer à travailler avec le gouvernement du Québec malgré certains signes récents d'ouverture. Le chef régional, Francis Véropol, voit en l'incertitude et l'imprévisibilité de la situation politique au Québec une occasion de relancer le développement du régime forestier en partenariat avec les Autochtones. Avec le remaniement ministériel de mercredi, le rapport de la rentrée parlementaire des 2 prochaines semaines, ainsi que la possibilité d'une prorogation de l'Assemblée nationale. Il y a énormément d'incertitudes concernant la suite des choses. Donc, pour ces raisons principales, pour le moment, on ne se rassoira pas à la table et on demande en fait le retrait du projet de loi justement parce que ça prend des changements majeurs au projet de loi. On le mentionne, on le réitère depuis le début et voilà une opportunité là, pour le gouvernement du Québec de revenir avec possiblement une nouvelle mouture, si c'est le désir, et de le faire avec nous en amont, avant même de déposer un projet de loi. Le remaniement ministériel de mercredi a fait perdre le poste de la députée Maïté Blanchette-Vézina, qui était ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Son recul, suite à la vive critique de la réforme des forêts, aurait été perçu comme un aveu de faiblesse par plusieurs. Elle sera remplacée par Jean-François Simard. Quant à lui, le ministre responsable des Premières Nations et des Inuits, Yann Lafrenière, demeure en poste et ajoute la sécurité publique à son portefeuille. Et Catherine Jourdain, Innu de Ouachat-Macmaniutenam, devient ministre de la Famille. Le Centre québécois du droit de l'environnement a déposé hier un recours devant la Cour suprême du Québec afin de contester la validité de la loi C5, une loi visant à bâtir le Canada. La loi C5 a été adoptée sous bâillon le 26 juin dernier par le Parlement fédéral. Elle a pour but d'accélérer la réalisation de mégaprojets vus comme étant d'intérêt national. Selon le Centre québécois du droit de l'environnement, cette loi confère des pouvoirs démesurés au gouvernement et met en péril à la fois la démocratie et la protection de l'environnement. Leur directeur général, Geneviève Paul, explique la raison du recours. On estime que cette loi-là concentre trop de pouvoir dans les mains de quelques politiciens, donc du Conseil des ministres, qu'elle vient aussi nuire à la capacité des tribunaux de contrôler ce que l'exécutif fait, qu'elle permet de contourner, d'écarter des lois environnementales, tout ça sans que la population ait pu pleinement participer et être pleinement consultée là, dans les choix des projets qui seraient désignés. Donc, c'est pour ça que ça me paraît important de mener cette démarche-là pour vraiment s'assurer du respect des droits environnementaux de tous et toutes. Depuis le 11 juillet dernier, les 181 employés de l'usine Les Poudres de Sorel-Terrassi Rio Tinto sont en mandat de grève illimitée. Certaines demandes vont au-delà des demandes salariales. Stéphanie Dessève a rencontré un employé autochtone et ses filles qui souhaitent aussi une reconnaissance culturelle. Les employés de l'usine des Poudres sont en grève. Le quotidien n'est plus le même pour Jakabesh Jérôme, qui à chaque matin depuis 29 ans punch au travail. Les employés de Rio Tinto souhaitent un salaire comparable à l'usine voisine achetée par leur employeur. Ils sont en attente depuis qu'ils ont refusé à 98 % l'offre dite finale par leur employeur. Dans mon point de vue, je trouve ça un gros manque de respect de ne pas vouloir discuter, de ne pas vouloir négocier, de ne pas vouloir s'asseoir avec nous autres puis parler. Moi, j'ai mes 2 filles qui travaillent avec nous ici. Monsieur Jérôme, un Innu de Ouachat-Macmaniutenam, a une demande qui lui tient à cœur.
Il aimerait voir la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation reconnue comme un férié. Nos parents, ma mère, mes oncles, mes tantes ont été dans les pensionnats. Puis cette journée-là, vérité-réconciliation, elle vient carrément dire, bien, pour faire une réconciliation, il faut avoir la vérité. Puis la vérité, c'est que nos parents ont vécu le génocide culturel, ont vécu cet outil-là de répression, ont vécu l'isolement, ont vécu les sévices sexuels, les abus physiques, tu sais. Fait que ça a brisé nos parents, puis ça les a changés complètement. Ils n'ont pas pu être les parents qui auraient dû être, qui auraient pu devenir. Sa demande n'a pas encore été reçue, mais M. Jérôme n'est pas le seul à souligner l'importance de cette journée. Ses filles, qui travaillent avec lui à l'usine, y croient tout autant. Ça n'a pas été en fait assez éduqué à l'école, bien expliqué, donc ça devrait être reconnu comme un férié. Le 30 septembre est aussi important pour la sœur de Laetitia, Maïka. Saint-Jean-Baptiste, c'est des fêtes, tout le monde en parle, tout le monde le sait, mais pourquoi le 30, c'est pas une journée comme ça? Force, solidarité, respect! La grève touche des employés avec une histoire comme celle de cette famille. Un père et ses filles qui militent pour améliorer leurs conditions. Bien, on est content d'être ici, justement, de pouvoir se battre pour nos droits avec notre père en famille. C'est pour les années à venir qu'on fait ce combat-là. On le fait pour mes enfants puis pour les autres générations qui aient un salaire décent. La famille sensibilise pour que la vérité sur l'histoire de leur mère et de leur grand-mère soit partagée. Stéphanie Desèvres, APTN Nouvelles Nationales, Sorel-Tracy. Un nouveau joueur s'ajoute dans le marché immobilier au Québec. La toute première agence immobilière commerciale autochtone au Canada a fait son entrée. Stéphanie Desèvres était présente au lancement de l'agence Panorama. Panorama s'inscrit comme la toute première agence immobilière commerciale autochtone au Canada sur les 28 000 en activité au pays. L'agence change la vision de l'étendue du marché immobilier au Québec. Lorsqu'on parle du mot panorama, on a aussi le synonyme panoramique, vue d'ensemble, vision à 360 degrés. Panorama propose des services de location, de vente, d'acquisition et de services conseils en urbanisme. Benoît Loyer, Micmac originaire de Listigouche, est le fondateur et PDG de Panorama. Il explique qu'il y a plusieurs avantages pour les communautés de faire affaire avec l'agence. On veut en quelque sorte devenir un bras externe de chacune des communautés en tout ce qui concerne l'immobilier. Donc, si les communautés veulent faire des développements soit à l'interne dans les communautés ou à l'extérieur, faire des acquisitions ou du développement. L'agence se positionne comme un joueur unique. Donc, on se voit aussi comme des connecteurs pour rassembler les peuples. M. Loyer dit voir une effervescence au niveau de l'entrepreneuriat dans les communautés. Toutefois, il indique que la crise du logement nuit au développement économique. Lorsqu'il n'y a pas d'espace de bureau pour que les entrepreneurs dans les communautés se rassemblent pour brainstormer, lancer leur pouce, leur business, bien, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Bien, ça crée un ralentissement économique dans nos communautés. Donc, l'immobilier, c'est un moteur, justement, pour propulser les futures générations et les jeunes entrepreneurs. Son agence souhaite soutenir les leaders derrière ces projets-là. Et pour y arriver, M. Loyer s'est associé à 2 femmes d'expérience, dont l'une est l'ancienne grande chef de Kahnawake. We gave thanks to the trees that we had to cut down for giving up their lives so that we could have development, we could have growth, and we could evolve in this modern world that we're living in. So bringing that kind of perspective into commercial real estate is something that's not out there. L'ancienne grande chef est convaincue du succès de l'agence. With Ben and I linking our 2 nations of the Mi'kmaq and the Mohawk combined with all of our knowledge, expertise, and, you know, together, the 3 of us are just, I believe, a winning combination and that there's, you know, no limit to what we can do and what we can achieve. Monsieur Loyer, lui, est habité par un sentiment de fierté. La fierté d'avoir créé ça, mais après ça, d'ouvrir cette voie-là pour les autres qui vont suivre. Parce que souvent, c'est comme ça. Il y a une première, puis après ça, il y en a plein d'autres qui suivent. Fait que ça m'inspire. Stéphanie Desèvres, APTN Nouvelles Nationales, territoire Mohawk de Kahnawake. Merci Stéphanie. Une femme Mohawk honorée dans la toponymie d'une des 5 futures stations de métro à Montréal. On découvre qui après cette courte pause.
L'abri de jour pour les sans-abri, Résilience Montréal, est encore une fois sur le point de manquer d'argent. Le directeur général de Résilience Montréal, David Chapman, dit qu'ils n'ont toujours pas trouvé de financement de base depuis sa création il y a 6 ans. Un rapport récent de l'Office de consultation publique de Montréal, OCPM, recommande que les 3 paliers de gouvernement doivent mettre en place une gouvernance claire quant à la répartition des rôles et responsabilités pour résoudre la problématique de l'itinérance et d'utiliser tous les outils dont elle dispose pour faciliter et accompagner l'implantation de davantage de ressources en itinérance. Ayant été refusé auparavant par le programme de soutien aux organismes communautaires PSOC, Résilience a adressé une lettre aux 3 paliers de gouvernement en espérant un dénouement différent cette année. Why is it that you have an organization like Resilience Montreal that's now been here for 6 years, has a 100% Indigenous board and more than 50% Indigenous staff, serving a lot of Indigenous clients around Cabot Square, and yet its core operational funding is still not there? Still not there. La Ville de Montréal et la Société des transports de Montréal ont dévoilé la toponymie des 5 futures stations de métro du prolongement de la ligne bleue. La STM rompt avec la tradition. Ces 5 prochaines stations de métro ne seront pas nommées selon les axes routiers adjacents. Les futures stations vont plutôt honorer des communautés ayant marqué l'histoire de Montréal et mettront en lumière la contribution de femmes qui ont marqué l'univers social, culturel et économique du Québec. Une de ces 5 stations, qui sera située à l'intersection de la rue Jean-Talon-S et du boulevard Viault, sera nommée en l'honneur de Mary 2 Axe Early. Prochaine station, Mary 2 Axe Early. Cette femme Mohawk de Ganawagé est une figure emblématique de la défense des droits des femmes autochtones. Elle a perdu son statut d'indienne en épousant un homme non autochtone. En 1985, elle a joué un rôle central dans le mouvement pour modifier la loi sur les Indiens et devient la première des milliers de femmes à retrouver son statut. La réalisatrice Courtney Montour, qui est elle aussi Mohawk de Ganawagé, a réalisé un documentaire sur l'histoire de cette grande dame et a accompagné la famille de Mary au dévoilement. It was a roller coaster of emotions. To be there with Mary's family, 3 generations of the family showed up, and I think even they couldn't have expected, Mary's legacy and work to still be carrying on in this way and to be recognized. So there was a lot of pride to be there. Il faudra peut-être attendre jusqu'en 2031 avant que l'on puisse descendre à la station Mary 2 Axe Early, mais la fierté de son héritage est déjà à bord. L'Office national du film, en collaboration avec le Festival international de films de Toronto, lance une initiative à l'intention des jeunes talents canadiens et autochtones. Le Festival international du film de Toronto fête ses 50 ans en septembre. Et pour célébrer cet anniversaire, l'Office national du film recherche de jeunes cinéastes qui souhaitent partager leur vision de l'identité canadienne et autochtone. On veut être complètement bouleversé avec les projets qui sont proposés, pas seulement en termes du forme et format, mais aussi les sujets qui vont être proposés. Et c'est vraiment pas à l'ONF de définir les sujets qui vont être proposés, mais vraiment d'entendre les jeunes cinéastes pour voir leur point de vue et leur perspective. Le directeur des opérations à l'ONF, John Christou, dit que l'initiative nommée Redéfinie vise à donner une plateforme, ainsi que les moyens, à des cinéastes pour concevoir de courts documentaires novateurs au point de vue audacieux et originaux. Il ajoute que nous sommes dans une ère qui nous pousse à se redéfinir. C'est un moment pas mal politiquement chargé dans le monde. Alors, je pense que c'est un très bon moment pour juste réfléchir qu'est-ce que ça veut dire d'être Canadien autochtone aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut dire dans le futur et comment est-ce qu'on veut nous présenter dans le monde. La productrice Shalala Leonard Nurmsu, membre de la nation Assiniboine en Alberta, était heureuse à l'idée de participer à cette initiative. I agreed to come on board because I just felt this is a wonderful opportunity to work with a filmmaker or filmmakers of all different ranges of experience, because it is open to emerging and mid-level and experienced.
to come on board to do a short film under 10 minutes with us. Elle explique les accolades dans le titre de l'initiative. I think that for some applicants, they may be wanting to redefine, but I think for a lot of filmmakers, it's having this opportunity to define, you know, and to say, this is who I am, this is who we are, you know, this is my story or our stories, and reclaiming that space. It can be defining or redefining. It really is up to the filmmaker. La chose qui est hors de leur contrôle, l'horaire chargé de cette aventure. Ça va être un calendrier pas mal serré, alors on va sélectionner tous les cinéastes cet automne. Les productions vont commencer en novembre ou décembre et les films vont être terminés en août 2026 pour un premier au festival en septembre 2026. Et oui, les 5 productions seront présentées en primeur lors du Festival de films de Toronto l'an prochain. C'est vraiment une énorme opportunité pour un jeune cinéaste parce que non seulement qu'il va avoir un premier à un des plus grands festivals au monde, mais aussi de bâtir des relations avec des gens dans l'industrie et avec des gens dans l'ONF dans un contexte très sportif, collaboratif, où les gens vont avoir tous les éléments pour avoir de la succès. La date limite pour le dépôt des propositions de films est le 30 septembre. Joignez-vous à la conversation. Retrouvez-nous sur X, YouTube, Facebook, Instagram et TikTok en suivant Nouvelles à PTN. Au retour de cette courte pause, on célèbre 40 ans de théâtre autochtone francophone au Québec. Soyez là. Bienvenue. Du 11 septembre au 9 novembre, le théâtre autochtone francophone s'expose sur la promenade des artistes au quartier des spectacles. Tableaux géants, vidéoprojections, costumes et plus soulignent non seulement le 40e anniversaire du théâtre Ondinook, mais aussi l'impact de cette voix théâtrale autochtone francophone au Québec. Nous sommes allés à la rencontre du directeur artistique de Kwawenda, Dave Janis. Bonjour! Oui, comment ça va? Ça va super bien et ça va encore mieux quand on peut célébrer les voix autochtones. Et là, c'est le 40 ans de voix autochtones dans l'espace du théâtre. Dis-nous un peu à quoi s'attendre. Bien, c'est une exposition sur laquelle on travaille depuis 1 an et demi. Les productions d'Inoc en partenariat avec le quartier des spectacles et l'ONF. Puis là, présentement, on est à l'ONF où on peut voir certains costumes d'une production qui date de 2010, le Rabina Lachi. Mais l'exposition Kwawenda, 40 ans de théâtre autochtone francophone, il faut bien le mentionner, francophone, va se poursuivre jusqu'au 9 novembre. Donc, les gens vont pouvoir venir ici dans le quartier des spectacles, déambuler le long du boulevard Président Kennedy et admirer le travail qui a été fait pendant ces 40 ans-là, d'Ondinook, mais aussi d'artistes qui ont passé par la compagnie, qui ont créé eux-mêmes leur compagnie, Onishka, Manantagwan, puis les productions Aun. J'aime que tu as dit qu'il faut préciser francophone, parce que c'est une richesse extrême, le théâtre autochtone francophone. Et ça a tout commencé ici, sur le quartier des spectacles. Bien, présentement, où est-ce qu'on est situé? À l'ONF, le premier spectacle, Les Porteurs du Monde, 85, un terrain in situ. C'est un stationnement vaste, avec des buildings un peu tout croche, tout détruit. Le cinéma impérial qui existe encore naissait ce spectacle-là qui a mis la naissance d'Ondinook au monde. Pour les gens qui ne la connaissent pas, cette pièce-là, pourquoi, dites un peu c'est quoi, mais dites aussi pourquoi elle était aussi marquante. Bien, je pense qu'elle a été marquante parce que c'était le premier spectacle. Et ce qui était aussi marquant, c'est qu'on ne considérait pas ça comme du théâtre. Donc, il y avait aussi une forme de cérémonie. Hein? Le théâtre d'Ondinook, à ses débuts, c'était très cérémonial. Alors, les gens qui étaient vraiment des gens de théâtre se demandaient ce qui se passait, qu'est-ce qu'ils venaient voir. Et c'est ça que je pense qui a été le précurseur du théâtre autochtone, ici même, avec ce passage-là, cette transmission-là
d'un savoir-faire puis d'une vision qui, moi, je trouve qui était déjà avant-gardiste à l'époque. Et le porteur des peines du monde, bien, c'est ça, c'est le cycle hein, de cette personne-là qui doit, à partir du jour, porter toutes les peines du monde et aller les amener pour la nuit et recommencer à chaque jour. Ça veut dire beaucoup. Ça veut dire beaucoup pour nous. Ça veut dire beaucoup sur l'humain, en fait. Sur qui on est. Sur qui on est. J'adore aussi le fait que tu parles de transmission. On dit que cette voix-là, elle a été portée haute et forte, mais aussi elle a été une cérémonie. Elle a été une source de guérison. Et justement, un des panneaux qu'on voit sur la promenade des artistes, c'est cette version qui est allée en communauté, qui était vraiment une version de théâtre de guérison. Oui, le théâtre de guérison est un cycle vraiment important pour Ondinoc. En 1995, ils ont eu un appel des communautés atikamekw qui avaient un désir de trouver une façon de travailler avec le théâtre pour stigmatiser les problèmes qui existaient dans la communauté. Puis c'est là que Yves et Catherine ont comme, je dirais, créé eux-mêmes des ateliers. Ils ont été un peu à tâtons là-dedans, puis finalement, ils ont trouvé une façon de faire ce théâtre de guérison-là qui a guéri beaucoup d'âmes, ouais. Et pour toi, juste peut-être dernière question vite, parce que tu es le directeur artistique de cette exposition. Tu as eu tes souches grâce à tes débuts de théâtre autochtone grâce à Yves et Catherine et Ondinoc. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'avoir ce moment full circle où est-ce que c'est toi qui les remercie puis c'est toi qui dis voilà l'héritage? Bien, en fait, c'est ça. Quand j'ai pris la relève de Ondinoc en 2017 comme directeur artistique, pour moi, c'était pas une fin en soi. C'est toujours un cercle, hein? Le cercle est vraiment important. Donc, il y avait une passation qui se faisait. Et moi, j'étais un peu comme le nouveau-né. J'étais leur bébé depuis 2002. J'ai connu Yves et Catherine et Ondinoc en 2002 dans un atelier de théâtre où j'étais un rêveur. J'étais quelqu'un qui voulait faire ce métier-là. Et ils m'ont donné ma chance. Donc, j'ai commencé comme comédien. J'ai fait tout, comédien, metteur en scène. J'ai fini comme directeur artistique. Et c'est ça, c'est un cercle. Donc, moi, je vais quitter bientôt mes fonctions. Il y a quelqu'un d'autre qui va les prendre et on va continuer l'histoire pour un autre 40 ans. Et à quoi on espère pour les 40 prochaines années? De jamais perdre ses repères, d'être fier de nos racines autochtones, de nos territoires, d'être fier de nos histoires, mais surtout de les rêver. J'adore. Ça se passe jusqu'au 9 novembre, ici au Quartier des spectacles. Merci. Merci. C'est ce qui conclut le bulletin de APTN Nouvelle Nationale. Je m'appelle Kim Sullivan. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve la semaine prochaine. Cormick. Chez Ondinoc, on est tous des amis. Hein? Émilie Monet avec sa compagnie Onishka, Manan Taguan qui est un peu plus loin, Marco Collin, Charles Bender, c'est tous des gens avec qui j'ai travaillé chez Ondinoc. Puis on est tous partis après ça, chacun de notre côté, puis on a créé nos propres compagnies. Donc, quand je dis le mot transmission est puissant, c'est là. C'est là. Ondinoc, c'est une façon de vivre, c'est une école aussi.